Je vais vous parler aujourd'hui d'un homme redoutable, un homme que l'histoire retiendra comme étant le général le plus grand de tous les temps. Je nomme Hannibal Barca. Sachez qu'Hannibal Barca, donc son ascension, se fut en moins 218 avant notre ère, lorsque, après avoir juré 10 ans auparavant à son père, Hamilcar, il vouerait une haine éternelle envers Rome. Oui, car ces gens-là étaient tout le temps asservis par l'Empire romain. Ce n'était pas encore à ce moment-ci un empire d'ailleurs, c'était la République romaine, avec une armée de métiers, de citoyens, une armée impitoyable. Tandis que, en tant que Carthaginois, contrôlait une bonne partie du bassin méditerranéen. Les Carthaginois à la base étaient des Phéniciens, des peuples de la mer. Au fil des temps, donc, ils ont su voguer à travers les flots. De là, justement, leur commerce prospéra et ils tissaient ici un réseau de commerce plus large, car eux ayant le contrôle des mers, ils étaient avancés, si bien technologiquement, ils exploitaient vraiment toutes les richesses. Les empires ainsi que royaumes alentours ne leur arrivaient pas à leur cheville. Donc la Phénicie, c'était avant tout, nous sommes en moins 2000 avant notre ère, 2 millénaires avant notre ère, que les Phéniciens déjà voguaient à travers les mers et ainsi s'enrichissaient du fait de différents matériaux. Ils avaient la main mise sur différents gisements, différentes mines, et ainsi ils vendaient tout type de produits. Les coquillages, ils en tiraient cette encre-là qui leur permettait de faire de la teinture. Et de là, ils revendaient donc ces vêtements teints à différents de personnes nobles. Nous avions, vous voyez les Spartes, vous voyez aussi les Romains. Chaque combattant a cette cape que l'on connaît très bien, cette cape rouge, donc le pourpre. Et c'est comme ça que les gens se distinguaient. En moins 800, sachez qu'il y avait un royaume dont le roi, une fois mort, c'est dans son royaume à ses enfants. Ses enfants n'étaient autres que Pygmalion et sa sœur Élissa, dont le mari fut tué par son propre frère Pygmalion. Élissa, de son second prénom, Didon, décida de s'exiler, a pris la fuite. Sur le chemin, elle traversa Chypre. Chypre, elle décida d'embarquer avec elle à travers son navire 80 vierges, oui, qui étaient vouées, destinées au temple d'Astarté, car Baal et Astarté étaient des divinités adorées des Phéniciens. Ces femmes étaient vouées donc au temple. Didon, ainsi que son navire, donc, décidèrent de jeter l'ancre en Tunisie, la Tunisie actuelle. Et à cette époque-ci était la Numidie. Hein, et les Numides, dont donc le roi Gétule accepta de donner une parcelle de terrain à cette femme qui vint s'installer. Une femme, donc une migrante qui arrive avec de nombreuses personnes, des hommes et des femmes venus de l'autre coin du monde. Hein, ils acceptèrent donc de leur céder une partie de terrain. Et en contrepartie, elle avait donc proposé à ce qu'on lui donne l'équivalent de l'étalage d'une peau de bête, d'une peau de bœuf. Et elle fit en sorte de tailler, de ficeler des lamelles de cette peau jusqu'à perte de vue, c'est-à-dire qu'une fois que la peau était découpée en tranches lamelles, ceci donnait une distance vraiment, comme je vous l'ai dit, qui portait jusqu'à loin. Hein. Et c'est ainsi qu'elle gagna cette partie-là en tant que terrain habitable, constructible. Et de ce fait, nous comprendrons qu'un peu plus tard, cette ville sera fondée donc par Didon et cette ville se nommera Carthage. Carthage qui veut dire ville nouvelle. Et sachez que ça deviendra une métropole, et pas des moindres. 50 000 personnes, 50 000 habitants, ça deviendra l'une des plus grandes villes. Un port comme il n'y en avait jamais eu, un port gigantesque avec 30 docks. Vous savez, il y avait donc de quoi passer une quantité invraisemblable de navires commerciaux, et ainsi que des navires militaires. C'était le port le plus grand de l'époque. Il y avait à ce moment-ci donc des bâtiments de 6 étages. Il y avait l'eau courante. Les gens avaient des cuisines, de l'eau qui coulait à travers leur cuisine, à travers leur salle de bain. Et il y avait aussi des égouts. Il y avait un système d'évacuation d'eau. Enfin, c'était une ville moderne par le biais de Didon, donc Élissa, qui se donna la mort plus tard, se jeta dans le feu, car ce roi Gétule souhaitait l'épouser, mais elle n'avait lieu que pour son mari défunt. À la suite de ceci, nous connaîtrons donc Anon, qui sera aussi un aristocrate, hein, qui sera un navigateur. Alors lui, en tant qu'amiral, mettra le cap sur l'Espagne. Vous savez que toutes les fois où l'on se déplaçait, on exploitait les terrains et nous découvrions donc des mines, des gisements, de la roche, ainsi que des pierres précieuses, de l'argent, du cuivre. C'est plus tard, en moins 300,
que nous découvrirons un général qui sera mené son empire vers son apogée. Cet homme se nommera Amilcar Barca. Amilcar Barca, sachez qu'il sera non seulement imposé son charisme, car là commence à s'éveiller l'Empire romain, qui sera une république romaine en ces temps-ci. Nous sommes en moins 300 avant notre ère. Et sachez qu'en Italie, là, commencent à s'élever donc ces Romains. Quant à Amilcar Barca, lui avait pris possession de différents lieux tels que la Sardaigne ainsi que la Sicile. Et les Romains, de par jalousie, décidèrent de s'emparer de ces lieux-là. La première guerre punique donc laissa les Romains déchaînés vouloir s'en prendre à plus fort qu'eux, car nous avons vu que les Carthaginois avaient le contrôle sur mer. Ils avaient des trirèmes ainsi que des quintrèmes dans des bateaux avec différents rameurs, différents étages. Et là, ils fonçaient, ils rentraient. Ils allaient harponner les navires ennemis. Et c'est comme ça que les Romains devaient capituler. Si ce n'est que les Romains, un jour, en ayant retrouvé une quintétrème échouée, décidèrent de comprendre comment c'était conçu et reproduisir ainsi plusieurs quintétrèmes. C'est incroyable. Mais avec du bois vert, ce qui fait que ça ne tenait pas une saison, que c'était mort plus tard. Mais ils ont su renverser la vapeur et c'est comme ça qu'ils eurent le dessus sur les Carthaginois. Le gendre de Hamilcar, nommé Asdrubal, lui fonda la ville de Carthagène, ici en Espagne, l'Espagne actuelle. Tard, donc à l'âge de 10 ans, lorsqu'Hamilcar se trouvait en Espagne, il fit jurer à son fils Hannibal, qui n'avait à ce moment-ci que 10 ans, il lui fit jurer qu'il vouera haine éternelle envers Rome. Et c'est ce que ne manqua pas de faire Hannibal. À l'âge de 26 ans, Hannibal Barca décida de prendre les rênes, le commandement, et devint à ce moment-là commandant en chef, et décida d'aller combattre les Romains chez eux. Ah oui, là il n'était plus question d'attendre les Romains qui avaient pris le contrôle des mers, donc il n'était pas possible de traverser la moitié du bassin pour aller se rendre en Italie et détruire Rome. Non, il fit ce que nul avant lui n'aurait osé faire. Et pour vous dire qu'il avait un sacré charisme, que cette personne-là était un tacticien que personne ne pouvait voir venir, si ce n'est que lui lisait dans les pensées de ses adversaires, des généraux qui étaient ses ennemis. Donc, parti de l'Espagne, parti d'ici, imaginez-vous que lui souleva une armée, car ça il savait, soulever des masses, des foules, une armée hétéroclite, une armée composée de Numides, de Libyens, une armée composée aussi de personnes venues donc d'Espagne, de Celtes ainsi que de Gaulois. Il traversa dans un premier temps une formation rocheuse qui n'est autre que les Pyrénées, avec une armée de 70 000 hommes, car sur les 90 000, il laissa retourner des cavaliers pour surveiller l'arrière-garde donc de l'Espagne. Et il partit donc avec 37 éléphants, avec 4000 cavaliers, ainsi que 70 000 fantassins. Et il traversa à ce moment-ci le Languedoc-Roussillon, Arles, pour finalement se retrouver à Grenoble et traverser le Rhône. Là, les Romains ne l'ont pas vu venir. Là, la traversée du Rhône fut difficile, car là, nous sommes à la fin du printemps, et imaginez-vous l'hiver qui va approcher. Son armée n'était pas prête. Imaginez-vous un tel trajet, une distance de 1000 km, pour aller combattre par la suite des Romains. Des Romains, s'il vous plaît. Sachant les Romains comme ils sont suréquipés, il faut arriver, il ne faut pas être squelettique. Malheureusement, c'est ce qui ne va pas manquer d'arriver, c'est que son armée sera affaiblie. Les marécages. Il n'y a que des marais. Là, nous sommes en Gaule. Imaginez-vous la Gaule en 200 avant notre ère. Que des marécages, pas de route. Et c'est ainsi qu'il décida, une fois arrivé face au Rhône, il n'était pas possible de traverser le Rhône, il n'y avait pas de pont. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il fit que ses 37 éléphants ainsi que toute son armée là, il fallait construire des radeaux et ensuite faire traverser son armée à travers des radeaux, car le courant du Rhône n'était que trop fort. Un courant très fort, très fort, très fort. Et de l'autre côté du Rhône, il y avait qui? Il y avait ces Gaulois qui regardaient éberlués, qui étaient là, non, c'est pas possible, mais ils sont tarés. Et là, à travers 40 radeaux, voici que des éléphants supportaient donc, par crainte, beaucoup sont tombés dans l'eau malheureusement. Et ce n'est pas tout, car après ceci, donc, beaucoup des Gaulois comprirent que Hannibal leur voulait du bien et qu'il combattrait Rome à leur place. Et eux avaient perdu bon nombre des gens de leur famille. Les Romains avaient tué, avaient saccagé, avaient pillé, avaient dévasté vraiment leur campement ainsi qu'une bonne partie de leur famille, décidèrent de se joindre à l'armée de Hannibal.
Et c'est là plus tard qu'Hannibal gagna son premier tête-à-tête face aux Romains, cette bataille de Tressa, à travers laquelle donc Hannibal gagna, hein, et la victoire donc fut pour Hannibal ainsi que les siens. C'était un tacticien. Vous avez vu aujourd'hui un coach, un sélectionneur dans les vestiaires, il sait comment préparer son équipe à la victoire. Ce n'est pas en arrivant bu. Non. Il faut être très tactique, il faut être très stratégique. Et là, donc, ces fins stratèges tels que Hannibal n'étaient non seulement des combattants expérimentés, mais c'était aussi surtout de fins stratèges. Et c'est ainsi que Hannibal vu sa première victoire face aux Romains, quand la seconde arriva à la bataille de Tessin, et là encore, les Romains s'y attendaient pas, mais Hannibal sut renverser la vapeur et gagna une fois de plus face aux Romains. En une seule journée, 70 000 morts du côté romain. Ah oui, c'est qu'il a su travailler, exploiter vraiment les failles de ses adversaires, et surtout les acculer près d'un col, vous savez, à travers lequel il a su pousser cette armée-ci, tout en étant reclué dans les bois, enfin une embuscade, voilà. Il ne s'agissait pas d'escarmouche, hein, embuscade, et de vrais combats. et par la suite, donc, la troisième victoire Zama, la bataille de Zama, là encore, là les Romains n'en pouvaient plus, 80 000 hommes pour en fait en découdre et en finir avec cette armée d'Hannibal. Hannibal, une fois de plus, montrera tout son talent, tout son savoir-faire, en ayant encore usé là de tactique, hein. Les Romains se sont jetés dans le piège que leur avait offert Hannibal Barca, et c'est ainsi que la victoire fut à nouveau pour Hannibal. Et c'est comme ça que durant 13 années, Hannibal et son armée restèrent près de Rome, aux portes de Rome, pour mettre la pression à ce peuple romain qui se sentirent donc à ce moment-là affaiblis. Et sachez que là, ce n'était que les prémices, les balbutiements de l'Empire romain qui n'étaient pas encore nés. Et le plus dur dans cette affaire, dans cette histoire, c'était la traversée des Alpes. Car là, nous sommes en plein hiver, il y avait des cols rocheux, montagneux, à travers lesquels donc ces 37 éléphants devaient, vous imaginez, avec le froid, cette neige, ce froid, cette glace, ces 37 éléphants, ainsi que toute cette armée, sachez que tout simplement, Hannibal perdit la moitié de son armée à travers la traversée des Alpes, ainsi que tous ces éléphants. Il lui resta à ce moment-ci que 2 éléphants pour aller combattre les Romains.